Bon alors Alan, merci d'être là aujourd'hui. Je suis vraiment contente parce que je me suis bien dit qu'on n'arriverait pas à le faire cette interview et je suis vraiment contente que tu sois là aujourd'hui. Donc ce petit épisode bonus à destination des femmes victimes de violences. Toi, tu es le cofondateur du Moulin de Pont-Rue. Pourquoi ce lieu? Ce lieu, c'est toute une histoire. C'est une histoire familiale parce que ce lieu, il appartenait à mes parents qui l'ont acheté dans les années 80 et mon papa est décédé en 2016. Et mes sœurs et mon petit frère m'ont proposé de le récupérer en 2018. Et moi, à l'époque, j'avais fondé une agence de voyage et d'événementiel spécialisée un petit peu dans le bien-être. Et on cherchait un espace, un lieu, pourquoi pas, au lieu de louer des espaces partout, pour revenir et pour pouvoir accompagner toutes les personnes qu'on accompagnait. Donc ce moulin, c'était un lieu où moi j'ai grandi, qui m'a vu naître. Et, euh, et c'était un peu comme une évidence, d'une certaine manière, de revenir dans cet espace-là. Euh, qui est pour moi aujourd'hui en tout cas un lieu qui est un vrai havre de paix. On est sur un moulin du XVIIIe siècle qui est sur une île, qui est bordée et entourée d'eau. Je suis revenu à mes racines. D'accord. Et comment du coup t'es passé de l'événementiel à l'accueil des femmes victimes de violences? Pourquoi ce changement? Euh, je pense que, en tout cas, c'est bien évidemment tout un parcours de vie. Moi, j'avais été, donc il y a longtemps, hein, en 2008, j'ai donné un coup de main à quelqu'un qui, je pourrais dire, m'a réimpulsé, m'a redonné goût à la vie, au vivant. J'avais une adolescence un peu, allez, perturbante, on va dire. Et ce personnage qui est Alain Michel, qui est un personnage en lui-même et qu'on pourrait même en parler. Il a monté dans les années 80 l'une des plus grosses associations humanitaires au monde, qui s'appelait Équilibre Solidarité. Et il était présent dans depuis une quarantaine de pays et plus de 5000 salariés qui bossaient avec lui. Et il a pris goût à la paix. Il a essayé de faire la paix autour de lui. Et en 2008, il a monté un congrès mondial des imams et des rabbins pour la paix à l'UNESCO, où il a réuni les 150 plus grands chefs religieux de ces deux grandes religions pour essayer de faire la paix. Et moi, je lui ai proposé de donner un coup de main et d'être bénévole. Je savais pas faire grand chose, j'avais 18 ans. Et donc du coup, bah voilà, hein, je faisais à manger, je faisais le ménage, je m'occupais des équipes, je faisais des photocopies, j'allais à la poste. Et j'ai assisté à ce congrès qui a duré pendant 3 jours. Ça a été très fort. Et de ce congrès, hélas, quelques mois plus tard, il y a eu une intifada qui a été lancée à Gaza par le Hamas en lien avec le Fatah. Et moi, il m'a dit bah voilà, je pars là-bas, est-ce que tu veux venir avec moi? Et j'ai passé quasiment 2 ans avec pas mal d'allers-retours entre Gaza et Jérusalem. Je travaillais sur de l'aide humanitaire, donc j'étais bénévole pendant 2 ans sur une fondation qu'il a montée qui s'appelait Homme de Parole. Euh, et de là, j'ai pris goût à aider les autres, au goût de l'autre, comme il dit souvent. Et il y avait une phrase qui m'a toujours marqué en fait dans l'humanitaire, c'est tout ce qu'on fait pour les autres, sans les autres, c'est contre eux. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui, en tout cas, m'a toujours accompagné cette phrase-là. Et quand je suis revenu, quand je suis revenu des terres en guerre, ma compagne à l'époque, elle était enceinte sur le dernier voyage. Et du coup, bah, il fallait retrouver une vie,
il fallait être là. Moi, j'avais pris cette décision quand j'avais 20 ans, d'assumer pleinement la vie, quoi, le petit bébé qui était au cœur de ma compagne. Et du coup, je me suis lancé dans l'hôtellerie-restauration. J'ai commencé à travailler dans des restaurants, dans des traiteurs. Et on était gardien pour une commune de Chérences. Et en même temps, il y avait une petite salle de réception juste à côté contre, et j'ai œuvré dans ce lieu. J'ai monté des mariages, des anniversaires, et drame familial. Ma compagne est assassinée, un drame familial en 2012, le 8 avril 2012. Et j'ai passé quasiment 2 ans de travail, 2 ans et demi, 3 ans de travail profond, personnel, de reconstruction avec mon fiston dans les montagnes ariégeoises. Et ça a été un travail qui a été en profondeur, qui était nécessaire. Travailler voilà, en détachement de traumatisme. J'ai découvert la méditation, j'ai découvert le yoga, j'ai découvert la nourriture vivante, plein de choses dans ce sens-là. Et ce même gars qui m'avait proposé de partir à Gaza et récupérer un lieu de développement personnel, un lieu d'accompagnement de gens en burn-out. Et j'ai rencontré la cofondatrice à ce moment-là, fin 2014, début 2015, en Bourgogne-Franche-Comté, Nathalie Guillaume. Et ça a tout de suite matché. On était tous les deux en communication, partenariat. On s'est retrouvés, hélas, début 2016, quasiment au même moment que mon papa décède. L'association Périclite, il y avait plus de 40 salariés, il y avait eu un putsch au niveau de la gouvernance. Et donc, du coup, avec quelques salariés de l'association, on décide de continuer à œuvrer dans le développement personnel et à monter cette agence de voyage et d'événementiel. Mais il y a un truc qui nous manquait profondément, c'était cette vision sociale. Et en fait, quand on est arrivé au moulin, on n'avait pas d'argent. Et quand je dis pas d'argent, c'est vraiment on n'avait pas d'argent, quoi. C'était, on a eu de quoi, au bout de 9 mois, un banquier un peu fou nous a prêté de l'argent pour racheter le lieu. Mais on n'avait pas de quoi faire les travaux. Et donc du coup, on a monté des chantiers participatifs. Et en 9 mois, il y a eu un peu plus de 500 personnes qui sont venues nous aider pour monter ces chantiers. Et donc du coup, le soir, on faisait les poubelles. On allait dans les poubelles des grands magasins autour de chez nous pour chercher à manger. Des gens venaient nous donner du matériel. J'avais un tout petit peu d'argent de côté. J'ai tout mis pour faire les travaux. Et une rencontre avec une femme qui s'occupait d'une association, la Pierre Blanche, à Franconville, qui accueillait des réfugiés tibétains dans une péniche, mais qui ne pouvaient pas tous les accueillir, et qui accueillait, qui donnait des repas pour toutes celles et ceux qui vivaient dans la forêt de Conflans-Sainte-Honorine, dans le 78, et notamment des femmes, des enfants tibétains qui vivaient dans cette forêt. Et donc du coup, on leur a proposé de venir au moulin, de faire leur cours de français langue étrangère le matin, d'être nourris par nous le midi, et qui nous donnent un coup de main l'après-midi. Et de là, en fait, de ce parcours de ces femmes qu'elles nous racontaient, de ce qu'elles vivaient, de ce long parcours de transition, je dirais, entre des pays éloignés de plusieurs milliers de kilomètres, notamment du Tibet, qui ont connu une exode, et un parcours qui est rempli d'embûches, de prisons, de viols, très dures, où elles arrivent en France et elles se retrouvent encore une fois de plus dans des situations de grande précarité, limite même plus en précarité que dans leur pays. Pour elles, pour celles et ceux qui étaient dans cette forêt, du coup, à vivre sous des tentes. Et c'était dur, et quand on a fini les travaux, pour nous c'était une évidence de proposer un parcours pour continuer à les accompagner. Et on a monté le premier programme qui était le parcours Restart Refugees, qui était un parcours que je pense qu'on était complètement fous, et c'est une forme de folie
de se dire on va monter un programme, un parcours, on n'avait pas d'argent, on était une équipe de bénévoles, la totalité quasiment soit en droit Pôle emploi, soit au RSA, en tout cas pour ma part. Euh, et, euh, et c'était un souhait de se dire on va tout faire. Et quand je dis tout, c'est vraiment tout. Hein. On va les loger, on va les nourrir, on va leur donner leurs cours de français, on va leur donner des cours d'informatique, on va les aider à travailler sur leur trauma, sur la gestion de leur stress dans leur quotidien. On va leur proposer de mettre les mains dans la terre, faire de la permaculture. On va les proposer de les former, de leur refaire un CV, de voir avec elles sur quoi elles ont envie de se lancer au niveau professionnel et on va les accompagner à se former professionnellement et on va même les reloger et essayer de leur trouver un emploi. 30 jeunes femmes, 18 mois, une réussite, quelque chose de très fort, très puissant. Puis une rencontre. On est début 2020, crise Covid, et on s'arrête pas, on peut pas s'arrêter de travailler. Moi je sais pas faire en tout cas de m'arrêter. Et une rencontre avec deux personnes très fort pour nous, qui est aujourd'hui pour moi je considère un peu la marraine de l'association, même si je peux pas l'appeler comme ça. Corinne Legevin, qui est directrice du pôle insertion à la préfecture du département, avec qui un lien très fort se fait. Il me dit nous ça fait des années qu'on cherche des lieux, un lieu comme le vôtre pour le département du Val d'Oise. Et elle me dit il faut absolument que je te présente à Céline Evita, qui est responsable d'un programme à la NCV. Ils vont essayer un nouveau programme complètement test d'accompagnement de femmes victimes de violences à travers des séjours de répit. Et je lui dis mais waouh, c'est exactement ce que j'ai envie de faire. Donc l'idée vient pas de moi, hein, loin de là, même pas de nous, je dirais, avec Nathalie, qui elle en plus a tout un parcours en tant qu'ancienne membre d'un conseil d'administration d'une association qui s'appelle Femmes Debout à Dole, qui accompagne des femmes victimes de violences déjà depuis plusieurs années. Et naît ce programme d'accompagnement de femmes victimes de violences à travers des séjours de répit. Génial. C'est un sacré parcours. Hein. Et là, j'aime beaucoup la manière dont tu décris les choses, où on a vraiment l'impression que les choses se font presque malgré le contrôle qu'on peut chercher à en avoir. Quoi. Ouais, c'est quelque chose de très organique, de très vivant. En fait, on se rend compte de se laisser porter. La vérité, hein, c'est qu'on savait pas. On savait pas ce qu'on était en train de faire. Si je regarde aujourd'hui, je suis pas sûr, avec la maturité, que je referais la même chose, parce qu'on était complètement fous. On a pris des risques inconsidérés. Enfin, de ne pas savoir comment on allait payer à la fin du mois la traite du banquier. On a monté des programmes sans avoir validé nos financeurs. C'était la région qui nous a financé les premiers, mais on a commencé à accompagner les publics avant de recevoir la convention. Et c'était 60% du financement. Il fallait trouver 40% en fonds privés, on ne savait même pas ce que ça voulait dire. Et je crois qu'on a mis 2 ans au fur et à mesure pour trouver l'argent, même pour continuer à se payer ce programme-là. Mais il y avait quelque chose en nous qui disait que c'était juste ce qu'il fallait faire et que c'était là. Mais nous on n'avait pas de compétences dans l'accompagnement social. Je ne veux pas dire, je suis pas un travailleur social, Nathalie non plus. On est des gens, on vient de l'accompagnement, du développement personnel, de permettre à des gens de trouver les capacités intérieures à travers des outils de reconnexion à soi pour en tout cas essayer d'aller mieux dans la vie. Mais ça s'arrête là. Mais oui. Alors du coup, toi, tu as vu défiler plein de femmes, tu as mis en place ces programmes là d'une semaine de répit où elles viennent. Toi d'accueillir ces femmes au Moulin, ça a quel impact sur toi? Waouh.
Une belle grande question. Il y a quelque chose chez nous, en tout cas, chez moi, qui vient... il faudrait pas que ce soit le cas, mais je pense que c'est une réalité. Par rapport au parcours, par rapport au décès de ma compagne, ça vient aussi, je pense, en filigrane, en tout cas dans la réparation, euh, de qui je suis, de comment je me suis construit. Et en tout cas, ça donne un vrai sens. Un vrai sens à ma vie. Et, et je veux dire, voir ces femmes qui passent une semaine chez nous, qui viennent nous dire waouh, mais ça fait des années en fait que j'ai pas pris du temps pour moi, du temps pour me reposer, être écouté, juste être là, faire le vide un peu et arrêter de penser à mes problèmes, qu'on prenne soin de moi. Parce que nous, bah voilà, elles sont logées, elles sont nourries, elles ont rien à payer, on leur propose plein d'activités, rien n'est obligatoire. C'est un fil conducteur qu'on propose pendant toute cette semaine, où tu interviens largement, Stéphanie, là-dessus. Et moi, par rapport à cette question de base, c'est... j'ai toujours du mal à Garance, qui est la chef de projet qui s'occupe de ça. Elle parle de moi, elle parle de Nathalie, elle parle du moulin, de notre histoire. J'ai même du mal à passer dans la semaine parce que voilà, j'ai pas envie d'être vu non plus comme quelqu'un quelqu'un qui a monté ça et qui donne, et j'ai pas l'envie de cette reconnaissance qu'on pourrait me donner, et je le fais pas pour ça en tout cas. Non, ça c'est sûr. Bon, après, c'est quand même un fait. Ouais. C'est quand même un fait. Sans toi, le moulin serait pas là tel qu'il est aujourd'hui. Et sans que ça te donne une valeur supérieure au reste de la Terre, t'as quand même fait ça. Enfin, Ouais, c'est sûr. t'as quand même très largement contribué à ce que ça se passe comme ça. Et preuve en est notre partenariat aussi. Enfin, tu es allé chercher des outils innovants. L'Equi-Coaching en fait partie. Du coup, toi, bon, je reviens un peu à l'Equi-Coaching. Comment tu perçois la manière dont elles le vivent dans la semaine? Parce qu'on anime ça le mardi, elles arrivent le lundi matin ou le dimanche soir, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Et elles repartent le vendredi ou le samedi. Donc ça arrive très au début de leur séjour. Comment est-ce que tu penses, comment est-ce que tu ressens qu'elles le vivent, ça? Je vais prendre ta question autrement. Vas-y. Ce que je vais te raconter, je vais y en venir à ta question, mais c'est important de voir un parcours, de 5 ans, où ça fait 5 ans qu'on fait ça, qu'on accompagne. Ça fait 2 ans, je crois, qu'on est ensemble Oui. sur l'accompagnement des femmes depuis le début 2023. Oui. En fait, dans la construction des parcours, nous on s'est dit ok, on va donner des éléments, on va accompagner à travers des outils de développement personnel, de la respiration, de la méditation, aller cerner l'émotion, d'où elle vient, apprendre à la gérer, à venir remettre les mains à la terre, à arriver à avoir des axes. On a essayé le chant, la danse, le théâtre, la thérapie à l'argile, les veillées, la musique, la socio-esthétique, la socio-coiffure, le fait de faire des activités sportives, du canoë, du VTT. Et au démarrage, comme tout bon projet, Nathalie et moi, on était là au début surtout. Donc on était cuisinier, accompagnateur, personnel de ménage, chauffeur. On accompagnait un programme où on était là du début à la fin. Et on s'est bien rendu compte très rapidement que il fallait des professionnels. Qu'il fallait des gens qui soient qualifiés, qui soient identifiés en dehors de nous. Et on avait la chance d'avoir dans nos vies passées été et côtoyé énormément d'acteurs dans l'accompagnement, dans la gestion de trauma, dans le développement personnel de manière générale. Et au fur et à mesure, on a constitué ce programme. Garance,
est arrivé en programme en 2020, fin de programme 2020, en tant que bénévole sur l'accompagnement des réfugiés. Et en 2021, on lui a dit, mais prends en charge des séjours femmes. On sentait bien qu'il fallait... on a commencé avec 2 séjours en 2021, 4 en 2020, 4 en 2021, 6 en 2022, 12 en 2023. Donc ça a été exponentiel. Chaque année, on faisait x2, x3 sur l'accompagnement. Et notre rencontre en 2023, je me souviens, je suis venu sur cette table-là là où on se trouve aujourd'hui, avec plusieurs personnes. Tu nous as offert un café et tu nous as dit, allez, si vous voulez, on va aller voir les chevaux et on va voir ce qu'on peut vivre avec eux et je vais vous faire vivre une expérience de coaching. Je m'en souviens très bien. Oui, parce que j'avais dit, moi je peux te parler de l'équi-coaching pendant 4 heures, mais c'est comme le chocolat, je peux te le décrire pendant 4 heures, tant que tu ne l'as pas dans la bouche, tu ne peux pas savoir ce que je veux dire. C'est ça. Et je me souviens très bien d'avoir été assis sur cette chaise avec ce cheval qui est venu poser sa tête sur la mienne. Et j'ai tout mon corps qui s'est limite liquéfié, qui s'est venu se poser, et j'étais là pleinement au moment présent. Cette rencontre, je me suis dit waouh, ce que j'ai vécu là, il faut absolument le faire vivre à ces femmes qu'on accompagne. Et on a fait plein de choses, on a testé plein de choses ensemble, Stéphanie, avec Garance, à mettre ça en fin de parcours, en milieu de parcours. C'était le jeudi, après c'est le mercredi, et là c'est devenu le mardi depuis un an. Et pourquoi ? C'est parce que, en fait, on rentre tout de suite dans quelque chose qui est... on enlève, moi ce que je dis souvent, c'est qu'on enlève les couches d'oignon. Et cette rencontre dans les coachings et de ce qui se vit, de ce qui peut se vivre pour ces femmes, à travers la rencontre avec les chevaux, c'est que en fait eux ils n'ont pas d'a priori, ils n'ont pas de jugement, ils sont là juste, ils sont l'expression de ce que ces femmes ont besoin de vivre. En tout cas moi c'est comme ça que je le vois et de ce que je peux le vivre aussi, et n'ayant pas de filtre, d'un seul coup je vais donner l'expression, mais on se retrouve à nu, c'est ça. Et on se retrouve à nu dans son parcours, et le cheval n'est qu'un intermédiaire, je dirais, d'une expression, d'un besoin immédiat de ce que les femmes auraient besoin de comprendre, d'entendre comme message, peu importe de ce qu'on peut y mettre, mais il y a quelque chose de... ils sont sincères, ils sont véritables. Il y a quelque chose de... Et j'en parle avec des chairs de poule, sous les bras. Mais ça fait une rentrée, en fait, une complémentarité de rentrer dans le parcours. C'est déjà, on parle de 4-5 heures avec les chevaux, le fait de venir, de partir du moulin, d'arriver, et pourtant le centre est à côté. Elles repartent, et c'est quelque chose qui aujourd'hui, et depuis le démarrage, c'est ce qui ressort le plus de la semaine, cette rencontre avec les chevaux, parce que c'est une rencontre avec elles-mêmes. Moi, je veux dire, je suis rempli de gratitude de pouvoir faire ça avec toi, de cette manière-là, et de cette rencontre, parce que le cheval, c'est aussi se positionner, c'est aussi donner ses limites, c'est savoir dire un oui, dire un non, et pour ces femmes qui ont vécu un parcours de violence, qui ont pour certaines connu des viols, je vais le dire, des attouchements, qui n'ont pas su dire non, qui n'ont pas réussi, que c'était trop dur, par ces états de sidération qui peuvent nous mettre en avant, et c'est pas que c'est pas qu'elles n'ont pas réussi, et c'est compliqué de se positionner. Là, avec le cheval, on est obligé de se positionner, quoi. On n'a pas le choix s'il rentre trop, si nous on rentre trop dans sa zone. Voilà, ces exercices que tu nous donnes à faire, c'est des exercices de vie. Arriver à dire un oui clair et un non clair, c'est pas si simple que ça. Donc, je veux dire, pour moi, c'est essentiel, ça fait partie d'une des briques fondatrices
des séjours. Et je sais pas exactement si j'ai répondu à ta question de démarrage parce que je m'en souviens plus. Si, c'est ça. Non, mais c'est de voir effectivement quel impact l'Ikicoaching peut avoir sur ces femmes. Et c'est vrai que quand elles arrivent, sont physiquement légèrement voûtées, elles ont le regard un petit peu inquiet, elles sont pas sûres. Et que quand elles repartent, elles sont droites et transformées. Je me rappelle même d'une qui, à tour de table de la fin d'une des séances, je lui dis: et toi, avec quoi tu repars? Elle me dit: ah, la confiance a crié. Et j'ai trouvé ça, mais tu vois, tellement incroyable et improbable de sortir une phrase pareille. Et j'ai vu que c'était tellement vrai quand elle l'avait dit. Je me dis, mais voilà, effectivement, on va toucher. Le cheval fait ça, il va au cœur des choses, il s'emmerde pas avec les détails, il va dedans. Est-ce que on va conclure à peu près là? Comment tu as envie de conclure cette interview? Est-ce que tu as un mot à dire à nos auditrices qui nous écoutent particuliers? Les auditrices, les auditeurs, c'est en tout cas moi ce que j'ai vraiment envie de partager, c'est un peu la discussion qu'on a eue tout à l'heure en buvant un café. C'est-à-dire que la force du vivant. Et c'est quelque chose on entend beaucoup en ce moment, et je pense que on le vit tous par des passages à vide. Où là il y a la question de la confiance en soi, l'estime de soi-même, son propre état de santé mentale. J'ai beaucoup aimé ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, mais tu sais, Alan, regarde le vivant, regarde un arbre, il pousse, il se pose pas de questions. Et le vivant, il va dans tous les interstices de notre être. Et je sais qu'on peut tous et toutes passer par des périodes avides. C'est important des fois de faire pause, de s'arrêter, de regarder. Et peu importe les outils qu'on utilise, juste de revenir à l'intérieur et de faire un peu le bilan de là où on est. Et je sais que ça va être difficile ce que je vais dire, mais des fois c'est important aussi de demander de l'aide. Mais oui. Et on n'en est pas tous capables, mais moi si vraiment la première force intérieure c'est d'arriver à... C'est un premier élan, c'est un premier pas. Aller demander de l'autre à soi, c'est s'aider soi-même. Tout à fait. Écoute, merci beaucoup Alan. Merci de ta belle authenticité encore une fois, j'adore ça. Ça me touche à chaque fois parce que voilà. Ça vient rejoindre ce que j'essaye de faire, ce que j'essaye de vivre en termes de valeurs. Alors, merci pour cette interview qu'on a finalement réussi à faire. Ça, c'est la joie. Et puis, à bientôt alors avec le moulin. Moi, je dirais juste pour bien finir que je suis très touché et je te vois avec un petit peu d'émotion dans tes yeux en face de moi là. Ah ouais, toujours. Ah oui. J'ai beaucoup de chance et je suis rempli de gratitude de notre rencontre. Moi aussi. Et merci et à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Allez voir Stéphanie, passez quelques heures avec elle, c'est vous faire du bien ça aussi ça impulse et ça redonne cette envie de vivre et cette connexion au vivant. Merci Stéphanie. Alan.